Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient ensemble sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour être sûr de ne rien rater. Le Récap, épisode 28, c'est parti. Vous avez difficilement pu le rater, le pape François a rendu son dernier souffle ce lundi 21 avril au petit matin. Il a été emporté par un AVC en plein week-end de Pâques, durant lequel les chrétiens du monde entier fêtent la résurrection du Christ. Tout un symbole. Et pas uniquement sur le plan spirituel. Sur le plan politique aussi. Dans la vie comme dans la mort, le pape François a clivé l'opinion et a bouleversé les codes. Ce bouleversement se lit jusque dans les hommages à l'annonce de son décès. À gauche, on salue un pape progressiste, ouvert, engagé. Olivier Faure, le chef des socialistes, retient celui qui, à Marseille, était venu nous rappeler cette évidence. La Méditerranée ne peut devenir un cimetière sans que l'Europe ne trahisse ses valeurs fondamentales. La France insoumise célèbre un ardent défenseur de la paix en Palestine. Marine Tondelier, réélue à la tête des écolos, rappelle l'appel du souverain pontife à répondre à la crise climatique. Pour une partie de la droite, qui ne cesse de revendiquer ses racines chrétiennes, en revanche, c'est service minimum. Et si on tend bien l'oreille, on peut presque entendre l'extrême droite pousser un ouf de soulagement en voyant ce pontificat prendre fin. Les prises de position du pape François lui ont même valu, pour certains, l'étiquette d'un pape de gauche, comme l'a estimé Pascal Praud à l'annonce du décès, voire même d'un pape woke, pour citer Philippe de Villiers. L'ex-député européen, toujours prompt à défendre les racines chrétiennes de la France, ne s'est pas gêné pour dresser le bilan de François, qu'il accuse notamment d'avoir persécuté les chrétiens de la tradition. On l'écoute chez Pascal Praud sur Europe 1. Et pendant qu'il poursuivait cette minorité-là, celle de la tradition, il en appelait à toutes les minorités à travers ce qu'il appelait les périphéries, donc les minorités de la diversité, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, les minorités du wokisme. En fait, c'était un pape woke, le pape des minorités, le pape des périphéries. Et quand vous allez chercher les périphéries en connaissant en politique et que vous négligez le noyau central, vous perdez tout. À droite et à l'extrême droite, on aime les racines chrétiennes, mais pas trop les idéaux chrétiens. Faut pas pousser avec la charité et l'amour de son prochain. Pendant ces 12 années de pontificat, les prises de parole du souverain pontife n'ont cessé d'irriter la droite de l'échiquier politique. En premier lieu, à cause de ses positions sur l'immigration. On se souvient de Marine Le Pen, en pleine campagne présidentielle, jugeant que le pape se mêle de ceux qui ne le regardent pas, après qu'il ait appelé à accueillir les migrants fuyant la guerre en Ukraine. Même son de cloche à l'occasion du déplacement du pape à Marseille, où ce dernier avait évoqué les migrants morts en Méditerranée comme une plaie ouverte dans notre humanité. Pas du goût de Marion Maréchal, qui s'estimait en désaccord avec le pape François, ajoutant « Je trouve qu'il n'a pas à faire de politique et qu'il en fait trop ». Son discours a déplu à l'extrême droite, mais aussi au gouvernement. Je vous laisse admirer les mines déconfites de Macron et Retailleau pendant ce discours, c'est un régal. Les migrants doivent être accueillis, protégés ou accompagnés, promus et intégrés. Si on n'arrive pas jusqu'au bout, le migrant reste à la marge de la société, accueilli, accompagné, promu et intégré. Voilà donc le style attendu. Le pape n'a jamais varié d'un iota concernant ses positions sur les migrants, une préoccupation constante durant toute la durée de son pontificat. Il avait d'ailleurs choisi l'île italienne de Lampedusa comme première destination de voyage en tant que pape. Il avait alors jeté une couronne de fleurs à la mer en mémoire des innombrables naufragés morts pendant la traversée de la Méditerranée et dénoncé une mondialisation de l'indifférence. Il s'était également opposé à l'administration Trump et à sa politique migratoire, estimant dès son premier mandat qu'une personne qui ne pense qu'à construire des murs n'est pas chrétienne. Le second mandat n'a rien arrangé aux relations entre le Vatican et les US. En février, le pape avait écrit aux évêques américains déplorant l'expulsion de personnes qui, dans de nombreux cas, ont quitté leur pays pour des raisons d'extrême pauvreté, d'insécurité, d'exploitation, de persécution ou de grave détérioration de l'environnement, et qui portent atteinte à la dignité de nombreux hommes et femmes.
Je voudrais qu'il se concentre sur l'Église catholique et qu'il nous laisse nous occuper des frontières, avait rétorqué l'administration Trump. Ironie du sort, pour son dernier jour sur Terre, c'est J.D. Vance, le vice-président américain, que François a reçu pour un court entretien dimanche. Le récent converti au catholicisme a été très concis, lui aussi, dans son hommage, se contentant de déclarer « Je suis de tout cœur avec les millions de chrétiens du monde qui l'aimaient ». Donald Trump a utilisé la même ficelle en tweetant « Repose en paix, Pape François, que Dieu le bénisse ainsi que tous ceux qui l'ont aimé ». Comme un ultime pied de nez, quelques heures plus tard, aux côtés d'un lapin de Pâques géant, le président américain a finalement décidé de mettre en berne les drapeaux en hommage au souverain pontife. Trop aimable. Je viens de signer un décret mettant en berne les drapeaux de notre pays, tous les drapeaux fédéraux et les drapeaux des États, en l'honneur du pape François. C'était un homme bon, il travaillait dur, il aimait le monde. C'est un honneur de faire cela. Donald Trump a également déclaré qu'il se rendrait aux funérailles avec Melania, ajoutant qu'ils étaient impatients d'y être. Donald Trump a également déclaré qu'il se rendrait aux funérailles avec Melania, ajoutant qu'ils étaient impatients d'y être. On a trouvé la seule personne sur Terre qui a hâte d'aller à un enterrement. Alors, pas sûr que François se serait réjoui de cette venue. Difficile de trouver deux figures plus antagonistes que le pape François et Donald Trump. Au-delà des hommes, ce sont deux visions du catholicisme qui s'opposent frontalement. D'un côté, une lecture identitaire, musclée, défendue par des figures comme J.D. Vance. De l'autre, l'approche de François, une église de l'accueil, du dialogue, de la compassion. Aux États-Unis, la contestation de François s'est structurée bien au-delà de simples critiques. Elle s'est pensée sur le long terme avec méthode et stratégie. Une partie des conservateurs américains s'est donné pour objectif de gommer l'héritage de ce pontificat jugé trop ouvert, trop social, trop peu enraciné dans des valeurs traditionnelles. Pour y parvenir, ils investissent dans les lieux de pouvoir symboliques, notamment les universités pontificales, où se forment les futurs cadres de l'Église. Une manière d'orienter dès maintenant le visage du catholicisme de demain. Leur message est clair, le temps de François appartient au passé. Mais derrière leur promesse de renouveau, c'est surtout un retour en arrière qui s'organise. Un 21e siècle habillé en soutane du 19e. Sauf que la figure du pape est au-delà des considérations politiques et des petits calculs électoralistes de l'extrême droite. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait l'année dernière le politiste Bertrand Badi, que vous pouvez retrouver régulièrement sur notre antenne dans l'émission « Le monde n'a pas de centre ». Au-delà des frontières, au-delà des nations, au-delà des clivages politiques. Et effectivement, cette voie pontificale peut se permettre et a pu être la première dans le concert des chefs d'État, puisque comme tu le disais, le pape est un chef d'État, à dire mais la migration, c'est l'avenir du monde, mais la migration doit être protégée, comme tout humain a le droit d'être protégé. De même, il faut savoir construire l'altérité, ne pas s'enfermer derrière les murs et les remparts de nos frontières stato-nationales. Il faut aller vers l'autre, ce qui est après tout le message du Christ. Et aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire dépasser vos particularités pour concevoir que vous êtes toutes et tous des humains. Pour comprendre à quel point François dérangeait, il faut revenir au début. Dès son arrivée à Rome, il envoie un signal clair. Il ne sera pas un pape comme les autres. Le nouveau pape impose son style, simplicité et modestie. Loin des dorures et du faste de la fonction, il a fait le choix d'une église pauvre pour les pauvres. Et se l'est appliqué à lui-même. Pour lui, il n'est pas possible de rencontrer des pauvres si l'on n'a pas soi-même une expérience de la pauvreté. Il fustigeait les chrétiens mondains et estimait qu'on ne peut pas asservir deux maîtres, Dieu et l'argent. Une ligne qui n'a pas manqué de faire grincer des dents chez les plus traditionalistes du Vatican, qui lui reprochent de désacraliser la fonction. Premier pape issu d'un pays du Sud, l'Argentine, François n'a jamais mâché ses mots face aux pays riches, qu'il accusait d'égoïsme, d'insensibilité et d'indifférence face à la souffrance du monde. Sur le plan diplomatique aussi, il a cassé les codes. Plutôt que de s'aligner sur les puissances occidentales, il a préféré tendre la main aux pays du Sud, multipliant les gestes en faveur du dialogue interreligieux et en choisissant souvent d'être là où on ne l'attendait pas. Son absence remarquée lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris en est un symbole fort. Beaucoup y ont vu une fidélité à sa ligne, celle d'un pape qui regarde vers les périphéries plutôt que vers les lieux de prestige. Une absence qui avait provoqué la colère d'Emmanuel Macron, comme l'avait expliqué mon collègue Niels Wilke à l'époque dans son émission Les Indiscrets.
Pour sa dernière apparition, la veille de sa mort, le pape François s'est adressé aux fidèles réunis place Saint-Pierre. Il n'a eu la force que de leur souhaiter une joyeuse Pâques, déléguant la lecture de sa traditionnelle prise de parole à l'un de ses collaborateurs. Et encore une fois, celle-ci n'a pas dû être du coup de tous ses administrés politisés. Dans son message, le pape a dénoncé la situation humanitaire dramatique et ignoble à Gaza, tout en mettant en garde contre le climat d'antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier. Il a encore une fois appelé au cessez-le-feu, à la libération des otages ainsi qu'à un avenir de paix dans la région. Aucune paix n'est possible là où il n'y a pas de liberté religieuse ni de liberté de pensée et d'expression, a estimé le pape. Il a exhorté les dirigeants politiques à ne pas céder à la logique de la peur qui enferme et à abattre les barrières qui créent des divisions, plaidant une nouvelle fois pour le désarmement. En promoteur de la paix, comme sa fonction l'exige, le pape François a souvent exprimé ses préoccupations concernant la situation à Gaza. En décembre dernier, le pape avait d'ailleurs prié devant une crèche dans laquelle Jésus était installé sur un kéfier, symbole du peuple palestinien. Chaque soir, malgré son emploi du temps chargé, sa santé déclinante, le pape mettait un point d'honneur à appeler les catholiques de l'enclave palestinienne pour prendre des nouvelles et exprimer sa compassion. Le pape n'a d'ailleurs jamais tremblé pour dénoncer le génocide en cours à Gaza, de quoi déclencher des crises d'urticaire à toute la droite française. Un autre sujet d'actualité dont le pape François a su se saisir avec justesse, c'est l'écologie. François n'a jamais dissocié l'écologie du social. Pour lui, la planète en souffrance, c'est aussi l'humanité qui trinque. Et sa réponse prend une forme rare chez un pape, une spiritualité écologique qui unit le cri des pauvres à celui de la terre. Inlassablement, François a interpellé les puissants, les mettant face à leurs responsabilités. Il appelait à rompre avec un modèle destructeur, à repenser nos modes de vie, de production et de consommation. Marine Tourdelier a d'ailleurs salué sa clairvoyance dans la matinale de TF1, regrettant que les politiques n'en fassent pas autant. La chef de file des écolos a toutefois nuancé son propos. Cette bataille culturelle était importante, mais on aurait aimé qu'il l'amène sur d'autres sujets, ajoute-t-elle, en évoquant le féminisme, le mariage homosexuel ou encore son action vis-à-vis des victimes de violences dans l'Église. Effectivement, si le pape François a su être visionnaire ou même progressiste sur certains sujets, il est tout de même difficile d'en faire une égérie politique de gauche. Il reste avant tout un pape représentant de l'Église catholique. Le pape François n'a pas tranché avec son prédécesseur, Benoît XVI, de façon aussi nette qu'on veut parfois le faire croire. François est resté fidèle à certaines positions conservatrices sur plusieurs sujets de société. Depuis sa prise de fonction en 2013, le pape François n'a pas changé de position sur l'avortement, par exemple. Il y est catégoriquement opposé, même en cas de viol ou de maladie grave décelée pendant la grossesse. Il avait suscité l'indignation en 2018 lorsqu'il avait comparé les médecins qui pratiquent l'IVG à des tueurs à gages. Même fermeté dogmatique vis-à-vis du mariage homosexuel, auquel il a toujours été opposé, comme ses pairs. S'il a secoué l'Église à l'occasion de sa première conférence de presse en questionnant si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour le juger, François a affirmé à plusieurs reprises que l'homosexualité était un péché. Plus un crime, certes, mais toujours un péché. Vous avez compris, il rompt avec l'Église tradie, mais pas trop non plus. En fait, il a souvent fait ça, ouvrir la porte à des révolutions et très vite les refermer. Il a réfléchi à revenir sur le traditionnel célibat des prêtres pour trouver de nouvelles recrues, mais n'a finalement pas été plus loin. Il a envisagé d'ouvrir les portes du Vatican aux femmes, qui n'ont pas le droit d'être ordonnées prêtres ou diacres, puis s'est contenté de quelques nominations cosmétiques, comme décrites par les féministes catholiques, sans entériner de véritables changements. Sur le front des scandales, le pontificat de François a été traversé par une crise majeure, celle des abus sexuels dans l'Église. Dès le début, il tente de reprendre la main, il dit sa honte, demande pardon aux victimes, promet une lutte à tous les niveaux. Il crée une commission internationale pour la protection des mineurs, engage des réformes, lève le secret pontifical sur les violences sexuelles, impose l'obligation de signalement et, première historique, il défroque même un cardinal américain. Alors, pas de panique, c'est l'expression consacrée quand un religieux est réduit à l'état de laïc. Ces gestes, aussi forts soient-ils, n'ont pas suffi à gérer la crise, ni à faire taire les critiques. François refuse de parler de causes systémiques, se montre distant avec certaines enquêtes nationales et semble parfois plus soucieux de l'image de l'Église que de sa refondation en profondeur. Alors oui, François a agi, mais pour beaucoup, il n'a pas été au bout du chantier. Le seul qui semble vraiment convaincu de l'œuvre de François contre la pédophilie dans l'Église, c'est Jean-Marc Morandini. Finalement, c'est un pape qui a su aborder les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. On pense aux problèmes de pédophilie dans l'Église, par exemple, qui pendant des années ont été tabous. Lui, visiblement, a su les prendre de plein pied.
L'animateur de CNews s'y connaît plutôt bien. Il est lui-même inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et interdit de travailler aux côtés de mineurs par la justice. Bref, si Jean-Marc Morandini est ton meilleur soutien sur ce dossier-là, c'est peut-être que quelque chose a sérieusement cloché. Alors François n'a pas tout réglé, il n'a pas tout osé, mais il a mis des mots sur l'exil, sur la planète en feu, sur la guerre, là où l'Église préférait souvent se taire. François n'était pas un révolutionnaire, mais un homme de rupture. Il a entrouvert des portes que d'autres préfèrent maintenir fermées. Le conclave à venir dira si c'est une anomalie ou un commencement. Le prochain pape ne sera pas qu'un chef spirituel, il sera aussi un signal au monde. Et dans une époque qui tangue entre les murs et les ponts, le choix sera lourd de conséquences. Dans l'actualité du jour, on parle aussi de Gaza. Une action a eu lieu ce mardi à la Sorbonne à l'initiative du comité Palestine de cette université. Le collectif dénonce certaines unités de recherche qui travaillent directement avec Safran et Thales, des entreprises pointées du doigt pour leur collaboration avec Israël. Andrei Manivit s'est rendu sur place. Ce faux sang-là, il représente tout simplement le sang des Palestiniens, le sang duquel on est coupable. On est coupable du versement de ce sang-là, puisque c'est notre savoir à nous qui sert à fabriquer des drones, qui sert à fabriquer des missiles, qui tuent les Palestiniens à Gaza et ailleurs. On fait ça parce que c'est une fac scientifique et c'est là-bas que les partenariats et la recherche est partagée entre les entreprises comme Thales, comme Safran. Et ces entreprises-là sont impliquées dans le génocide, sont impliqués avec Tsahal dans le génocide actuel en Palestine. Il y a des masters, des doctorats, etc. qui sont financés par ces entreprises-là. Et puis après, il y a des offres, par exemple, pour recruter plus facilement ces étudiants-là, pour, à plus haut niveau, partager les recherches qui sont produites et qui sont le fruit de notre travail à nous, étudiants. Et nous, on n'est tout simplement pas d'accord pour que notre savoir participe à ce génocide-là. Les entreprises et les liens des entreprises, notamment de conception de matériaux militaires avec les universités françaises sont divers et variés, mais à Jussieu, ils sont multiples, que ce soit par des partenariats directs, au niveau de chaires, au niveau de master, au niveau de financement de thèse. Et donc à partir de ce moment-là, c'est leur donner un espace de parole, leur donner également une certaine légitimité au sein de l'espace universitaire, de l'espace de recherche universitaire, alors que nos savoirs, nos masters, nos thèses, nos recherches sont utilisés par ces mêmes entreprises, parce qu'une fois que ces entreprises sont en partenariat avec des universités dans plusieurs et divers domaines, elles ont accès direct à nos travaux qui sont potentiellement utilisés pour la conception d'armes qui sont ensuite, dans la succession logique des choses, utilisées pour faire des bombes qui sont ensuite jetées sur la bande de Gaza ou en Cisjordanie occupée ou dans d'autres parties du globe. On poursuit avec le reste de l'actualité, racontée et mise en image par Baptiste Lépiné. On commence avec la visite de Macron à Mayotte. À Mayotte, la reconstruction se fait attendre. Emmanuel Macron s'est rendu lundi dans l'archipel, ravagé par un cyclone il y a 4 mois. Il y a annoncé un plan de refondation de 3,2 milliards d'euros sur 6 ans. Au cœur des promesses du président, l'arrivée des prêts à taux zéro pour la reconstruction. Et je demande instamment aux banques et aux assurances de s'en tenir aux textes. C'est-à-dire que les textes sont assez clairs sur les pièces à demander et on a constaté chez les assureurs comme chez les banques ce qu'on appellerait de la surconformité, mot qui consiste à dire qu'on complique les choses pour être sûr de jamais les payer.
Mais sur place, la population et les élus locaux dénoncent un texte qui passe à côté de l'urgence sociale dans un département où de nombreux habitants attendent encore d'être relogés. Les entreprises ont engagé 12 millions d'euros pour refaire les écoles. Aujourd'hui, 4 mois plus tard, les collectivités qui avons subi cette catastrophe naturelle, nous avons reçu 0 centime jusqu'à ce jour. Vous voyez, ça c'est un vrai problème. Mais en 4 mois, le gouvernement a eu le temps de durcir la politique migratoire sur Mayotte, en y révisant notamment le droit du sol. On poursuit avec le chef de la sécurité israélienne qui accuse Benjamin Netanyahou de tentative d'ingérence. Ronen Bar, le chef du Shin Bet, a déclaré hier devant la Cour suprême, preuve à l'appui, que Benjamin Netanyahou avait exigé de lui une loyauté personnelle. Autre dénonciation de la part du chef des services de sécurité, Netanyahou lui aurait demandé de surveiller les citoyens israéliens à l'origine des manifestations antigouvernementales. Bar rejette également les accusations de Benjamin Netanyahou et de son entourage, selon lesquelles le service de renseignement n'a pas alerté le Premier ministre lors des attaques du 7 octobre. Le 21 mars, l'annonce de son limogeage, bien que retoquée depuis par la Cour suprême, avait provoqué des manifestations de soutien. Pour l'opposition, cette mise à l'écart symbolise la dérive autocratique de Netanyahou. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur le Média.